Bonsoir et bienvenue dans 100% Belge pour la dernière de la semaine. Une fois encore, nous allons faire le tour du pays, le tour de votre vie, le tour de votre actu, avec une grande affaire qui nous emmène ce soir au cœur des fêtes de Wallonie. Ça y est, c'est parti. Le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes maintenant. Oui, mais avec des artistes français. Oui, mais avec un Premier ministre nationaliste qui sera aussi de la partie. Fait-on tout pour nous rendre moins wallons? C'est la question qu'on posera ce soir. Nous irons également faire un tour dans les rues de Liège, rue particulièrement agitée hier, à l'occasion d'un hommage à Jean Gol, d'un colloque. Eh bien, l'événement a été perturbé par 400 manifestants qui s'en sont parfois pris physiquement à des membres du MR. Que risque-t-il? On définira tout ça ensemble ce soir. Nous parlerons aussi de la sexualité des Belges. Oui, nous irons ce soir dans votre chambre à coucher parce qu'une étude vient de nous révéler quel est le nombre de rapports idéal par semaine pour rester en bonne santé. La science et le professeur Bouchella seront là pour nous aider. Enfin, deux géants du cinéma, Ryan Bensetti d'un côté, Christian Clavier de l'autre, viennent nous parler du film Le Million. Un million qu'ils vont se partager avec la science peut-être, le professeur Bouchella qui est là en compagnie de Mosca ce soir pour nous éclairer une nouvelle fois, mais il ne sera pas seul le professeur. À ses côtés, Camille Turlinden, un petit nouveau aussi en télévision qui fait son retour ce soir, Stéphane Pauwels, et puis le retour de la justice, Luc Hénard sera également de la partie. Bienvenue dans 100% Belge, épisode numéro 15. C'est pour rire, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Et il y a déjà un petit parfum de week-end ici, forcément on va se détendre, on va se chambrer, on va pouvoir parler de tout et de rien. Mais ce soir on va aussi ouvrir une nouvelle page et en tourner une page avec vous Stéphane. Vous faites votre retour ce soir en télévision. Et avant de commencer, avant d'ouvrir ce nouveau chapitre, je pense que vous aviez un message à faire passer. Je ne sais pas si c'est un message, mais d'abord merci de l'accueil. Et vous savez, ça fait 8 ans maintenant. Et donc j'étais au purgatoire. Et donc j'ai payé ma dette. Et j'ai un juge à côté de moi. Donc je pense qu'il le dit lui-même que de temps en temps, il faut donner une deuxième chance aux gens. Vous savez, c'était 8 ans quand même compliqués. De toute façon, on sème toujours ce qu'on récolte. Même si on a toujours le sentiment d'être victime et que quelque part la sanction a été sévère, mais c'est comme ça, c'est du passé. Et avec le temps, comme le bon vin, on bonifie. Et puis on se rend compte aussi que c'est pas l'essentiel, quoi. Et donc quand je dis c'est pas l'essentiel, j'ai certainement dû heurter des gens aussi, puisque à un moment, quand on est confronté comme ça, quand on a quand même une presse qui est quand même... C'est un petit pays, et donc à un moment, il y a quand même eu un petit peu d'acharnement médiatique, et c'est vrai que parfois, j'ai peut-être dû déraper, quoi. J'ai peut-être pas toujours été très cool. Quand je dis déraper, c'est qu'on a... Quand on est comme ça acculé, on peut parfois, excusez-moi du terme, devenir con, quoi. Et, avoir des mots qui dépassent votre pensée. Je sais pas si c'est les mots qui dépassent ma pensée, mais être parfois dans l'exagération et trop estevel, quoi. Et donc, c'est jamais très bon. Est-ce qu'il y a très simplement, Stéphane, avant de tourner la page, des excuses que vous avez envie de présenter à certains journalistes, à certaines rédactions, à des gens que vous auriez heurtés? J'ai dû en heurter, effectivement, et je m'en excuse. Vous savez, c'est la loi de la jungle. Vous êtes allumé dans un média, vous rallumez le journaliste. Parfois, c'est pas nécessaire de le faire. Alors, effectivement, si je dois présenter mes excuses à certaines personnes que j'ai dû heurter, je m'en excuse. Mais c'est malheureusement ce contexte-là. Vous savez, il y a un juge à côté de moi, je peux en parler. Un jour, quelqu'un m'avait dit, bien avant que j'ai eu des histoires, c'était que c'est la grande broyeuse, la justice. Quand vous tombez dedans, ça vous broie, ça vous détruit, ça vous abîme. Et donc, il faut rester debout. Et la résilience, c'est ça. C'est de pouvoir aussi accepter parfois, faire preuve d'humilité, d'acceptation et de dire, bon, j'ai peut-être pas été parfait tout le temps, et le milieu de la télé, du showbiz, parce que on va pas refaire mon parcours, mais j'étais quand même à un certain niveau de notoriété qui fait que parfois on n'a pas les bonnes fréquentations, on fait peut-être pas toujours bien comme il faut le faire, et pourtant on vous le dit, on dit fais-le pas, mais tu le fais quand même. Donc parfois il faut écouter les proches et les amis. Ce soir on est là pour ouvrir une nouvelle page, laissez cette page de côté, on a entendu votre message, vos excuses à l'attention de ceux que vous auriez pu blesser. Merci d'être là pour écrire ce nouveau chapitre avec nous. On démarre ensemble tout de suite au cœur de l'actualité avec les visages qui font la une du pays ce soir. Avec d'abord le visage du couple belge par excellence. Ça peut être vous, ça peut être nous, ça peut être Camille. On en parlera dans un instant parce que ce couple fait l'actualité. Autre visage, Jacques Borlée, qui est en colère contre le traitement infligé à Nafissa Toutiam. Il arrive avec
tout son cœur et toute sa voix dans ce dossier et on vous dira tout sur ce qui se cache derrière ça. Et puis, une image d'une femme qu'on n'a pas l'habitude de voir, elle s'appelle Verle, c'est Madame Bardewever, oui mais pas que, parce qu'elle a décidé de parler et de se confier sur sa maladie et sur son combat. Mais avant ça, je voudrais qu'on vous montre l'image d'un couple. Ce couple, c'est celui-là, mais ça aurait pu être aussi ce couple-ci, par exemple, ou encore ce couple-là, ou pourquoi pas même ce couple-ci, une nouvelle fois. Bref, tous les couples sont concernés ce soir parce que nous allons évoquer, professeur Bucella, une grande étude sur la sexualité. Oui. C'est le moment coquin de cette émission, démarrons directement le week-end avec ça. Grande étude menée par le Psychological Health Journal qui s'est intéressé à notre sexualité, à tous, avec la question quel est le nombre de rapports qu'on doit avoir par semaine pour être en bonne santé. Et alors, fait très perturbant, c'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes. Les femmes âgées de 20 à 59 ans ont un risque moins accru de décès si elles pratiquent au moins une fois par semaine une activité sexuelle. Par contre, pour les hommes, accrochez-vous bien, aucune étude n'a permis de déterminer que si on faisait l'amour une fois par semaine, eh bien on se porterait mieux. Ça veut dire quoi? J'attends le fin mot de la science ce soir, que les femmes sont encouragées à pratiquer un petit peu, mais que les hommes ne sont pas forcément découragés de l'abstinence? Mais écoutez, quelque part, cette étude, ça me rassure, hein, parce que si vous voulez connaître mon niveau d'activité sexuelle, Monsieur Roland, il est proche du zéro absolu. Donc, pour l'instant, et ça peut évoluer très vite. Alors, avec cette émission, je vous rassure, des portes vont s'ouvrir, professeur. Vous recevez des messages de fans. Hein. Oui, alors là... Ne bougez pas. Pour améliorer votre sex-appeal, j'en profite pour remettre votre col. Voilà, c'est ça que je... Continuer, la science doit continuer en toutes circonstances. Bon, alors, si vous voulez, donc en fait... d'abord, l'étude n'est pas parue dans le journal de Psychological Health, mais de Psychosexual Health. Bon, c'est évidemment un peu différent. Alors, bon, l'idée, c'est que, comme vous l'avez dit, les femmes entre 20 et 59 ans qui avaient au moins un rapport par semaine se portaient mieux. Par contre, pour les hommes, c'est un peu différent. Alors, il faut faire attention parce que c'est une association, entre guillemets, entre deux phénomènes. Ce n'est pas une preuve de causalité. C'est-à-dire qu'on a mesuré que ces deux phénomènes allaient ensemble. On n'a pas encore réussi à expliquer que l'un était la cause de l'autre. Et par contre, ce qui est clair, c'est j'ai regardé beaucoup d'études, comme bossé un peu ce dossier-là, parce que ça m'a interpellé. Et il est vrai que souvent les études associent, pour les femmes qui ont une sexualité, disons, épanouie et en partie active, à aussi une meilleure santé physique et mentale et sans doute un meilleur état d'esprit. Par contre, pour les hommes, ce qui vient les embêter dans une sexualité active, surtout quand ils ont un certain âge, c'est les problèmes cardiovasculaires, sans penser au président de la République qui est mort en plein débat, disons, mais c'est un peu l'idée. Quand François Hollande est mort? Non, l'ancien président, Monsieur Faure, je pense. Monsieur Félix Faure, qui était mort au château de l'Élysée. Une célèbre formule, il s'est cru César, il est mort, Pompée, parce que c'était en plein débat sexuel. Luc, ne vous sentez pas obligé de réagir à ce sujet, mais est-ce que la science vous a appris quelque chose ce soir et va vous inviter à revoir certaines pratiques ou pas? Je vous invite à regarder ma tête et je vous laisse le soin de conclure à propos de mon activité sexuelle. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. J'ai pas tout compris. Mais donc, je vais aller de l'avant et le reste, on s'en fout. Stéphane est apparemment plus prompt à réagir sur ce dossier-là. Non, je ne réagis pas, mais je dis que votre émission va permettre un truc génial et merci d'ailleurs, c'est que toutes les femmes qui vont rentrer à la maison ce soir vont sauter sur leur mari. Puisqu'elles doivent vivre plus longtemps. Oui, leurs maris qui vont dire, pour certains, les plus âgés, je dois me retenir et c'est pour ma santé. Merci, monsieur, surtout à la science et au professeur Bucella. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'études qui, en gros, indiquent, pour le dire autrement, qu'une fréquence orgasmique élevée chez la gente féminine est souvent synonyme de longévité et donc de moindre mort toute cause confondue. Ce n'est pas qu'on remet en doute la science dans cette émission, mais vous savez que nous avons un nouveau personnage, Anna, notre intelligence artificielle. On a voulu donc vérifier auprès d'elle si elle avait les mêmes données que vous. Anna, vous confirmez que au niveau des rapports sexuels, les hommes doivent mettre le frein à main et les femmes peuvent le lâcher? La question qui fait toujours rougir les joues est dresser les statistiques. Alors Thibaut, la science est claire. Il n'y a pas de quota officiel à cocher comme au supermarché. Mais plusieurs études suggèrent qu'une vie sexuelle régulière, disons 1 à 2 fois par semaine, booste le moral, soutient le système immunitaire et entretient le cœur, au sens propre comme au figuré. Après, que ce soit plus ou moins, l'important c'est que ça reste du plaisir partagé. Bref, ce n'est pas une ordonnance médicale, c'est une ordonnance du bonheur.
Elle est philosophe, Anna. L'important, c'est le plaisir partagé. Camille, je sais que comme vous êtes en pleine force de l'âge, inutile de vous interroger sur le sujet. Tout va bien, je le sais, de votre côté. Deuxième visage au cœur de cette actualité, deuxième visage belge, c'est celui de Jacques Borlée. Jacques Borlée qui a volé au secours de Nafissa Toutiam, qui, vous le savez, depuis une semaine fait l'actualité en raison du conflit qui l'oppose à la Ligue belge d'athlétisme. Voilà ce que déclare Jacques Borlée par rapport à sa situation. Elle est plus connue que Bart de Wever dans le monde. C'est une icône. Je ne comprends même pas comment elle ne reçoit pas davantage de soutien, même pas de la ministre. Et puis surtout, on s'arrête sur cette phrase. Je suis inquiet pour ses performances dans l'heptathlon. Elle risque une blessure. Ça joue sur le mental et sur le moral. Alors au niveau des performances, difficile de lui donner tort sur base du premier jour puisque Nafissatou est 6e en ce moment de l'heptathlon. Stéphane, vous qui connaissez bien le monde du sport, vous avez, vous, le souvenir ou un exemple concret de quelqu'un qui n'allait pas bien dans sa tête mentalement et qui s'est blessé ou dont les performances ont été handicapées? Déjà, pour vous répondre sur Nafissatou, elle est 6e, mais la médaille d'or, c'est déjà plus possible. Ça va être très compliqué. C'est sûr, ça? C'est ça? Oui, elle peut avoir la 3e médaille. Et donc, c'est bien la preuve que, quelque part, son rendement a été affecté. Mais vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Borlée il y a 3 semaines. Il insiste terriblement sur le mental. Il dit on peut avoir les bonnes jambes, on peut être en forme physique, mais si la tête ne fonctionne pas, vous ne fonctionnez pas. Donc elles sont forcément, quand on est perturbé comme ça. Moi j'ai un souvenir, un jour j'étais au LOSC, à Lille, club de football, dans le vestiaire, et il y avait un joueur qui pendant 3 semaines, il me tairait son nom, n'en touchait plus une. Touchait plus un ballon. Et tout le monde se demandait. Alors on lui tombait dessus, les entraîneurs. Et un jour j'étais lui parler et lui disais c'est quoi ton problème? Et en fait c'était un garçon qui avait été dans une famille d'accueil en France, et sa maman d'adoption était en train de mourir. Et donc, il n'en parlait pas. Donc, voilà pourquoi il n'était pas bien. Et donc, je suis allé voir l'entraîneur en lui expliquant, il y a des raisons. Donc, c'est bien la preuve qu'à un moment, si tu n'es pas à 100% dans ta tête parce que tu es affecté par un problème familial, par un problème... Parce que là, excusez-moi d'y revenir si vous permettez, mais c'est quand même un petit peu honteux ce qu'on fait avec Nafissatou. C'est ce que dit Jacques Borlée. C'est une icône nationale plus connue que Bart de Wever. Avant de vous donner la parole, Stéphane, je vous propose de l'entendre parce qu'elle a quelque part confirmé hier les propos de Jacques Borlée en disant « Ouais, effectivement, je ne suis pas dans les circonstances idéales pour l'instant ». Donc voilà, c'est quand même beaucoup de stress, beaucoup de choses qui sont arrivées et qui font que on n'est pas forcément dans les meilleures conditions, je pense aussi mentalement, pour se préparer pour un championnat du monde, ce qui est vraiment désolant et je pense injuste. Mais comme j'ai dit, j'essaie de rester positive et focus sur la compétition, même si c'est pas facile. Je sentais, Stéphane, que la moutarde était en train de vous monter au nez, là, juste avant. Ça veut dire quoi? On ne sait pas protéger nos génies, on ne sait pas protéger nos stars? Pour être rationnel, cette fille, il faut lui mettre déjà un monument sur la place de Bruxelles. Elle est 3 fois championne olympique, c'est une vraie championne. À ses débuts avec M. L'Espagnard, son coach, ils étaient dans des conditions compliquées. Ils n'avaient pas les moyens. Nous ne sommes pas un pays de sport. Je pense qu'il y a 2%, si je ne dis pas de bêtises, du budget annuel du gouvernement alloué au sport. Nous ne sommes pas un pays de sport. Et la longévité d'une sportive comme ça, 32, 33 ans, et ses sponsors, elle doit les partager avec la fédération. On se fout quand même un petit peu de la gueule du monde. Et je vais vous donner un dernier exemple, et après je me tairai sur ce sujet. À mes débuts en télé, je suis un jour allé au Stade Fallon pour faire une vidéo avec Mbo Mpeza, l'anecdote. Et j'arrive là, ils étaient déjà médaillés, les frères Borlée. Et je vois le père Borlée avec tous ses athlètes en train de ranger les panneaux de foot du match de la veille qui était sur la piste. Donc, imaginez un peu, donc ils sont champions du monde et les types le matin on les met dans des conditions où pendant 1 heure ils doivent ranger les c'est hallucinant quoi. Dans d'autres pays, ces gens-là auraient un statut de star, on leur donnerait les moyens. Il va falloir, et j'entends pas les politiques sur le dossier de... C'est ce que dit Jacques Borlée. Où est la ministre? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas position? C'est un appel qu'il lance. Quelle que soit l'obédience politique, mais moi j'aimerais bien qu'on entende. Mais vous savez, nos ministres des Sports, est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont qualifiés pour être ministres des Sports? Est-ce qu'ils ont des références? J'ai l'impression que vous allez laisser le point d'interrogation ce soir parce qu'on va avancer. J'ai bien compris votre colère sur le dossier. En attendant, professeur, je voudrais quand même, avant d'entendre la justice, que la science passe une nouvelle fois par là. Est-ce que vous confirmez, vous, scientifiquement, que quand on ne va pas super bien dans la tête, le risque de blessure est plus important? Oui, mais vu que la justice a quand même un pouvoir sur nos vies, je préférais de temps en temps qu'on écoute d'abord la justice d'abord. Vous inquiétez pas, on l'entendra dans un instant. Mais non, écoutez, c'est pas facile de faire des études là-dessus parce que c'est aussi souvent de l'autodéclaration. Mais moi, j'ai trouvé une méta-analyse qui expliquait qu'effectivement, l'anxiété cognitive était négativement corrélée avec la performance à 10%, alors que la confiance en soi était positivement corrélée à plus 24%. Alors, ce que je vais faire est un peu, c'est de la science de base
hasard. Mais donc, si vous considérez que quand vous êtes positif... Pour changer, quoi. Oui, pour changer. Quand vous êtes positif, vous êtes à plus 24%. Et quand vous êtes négatif, vous êtes à moins 10%. Ça fait quand même une grosse différence si on prend l'ensemble de la palette. Mais c'est pas ça que dit l'étude. Alors, Luc fera évidemment le débrief scientifique à la fin de l'émission parce que de temps en temps, il vous regarde avec des grands yeux en disant « j'ai pas l'air d'avoir tout compris ». Mais c'est pas grave, parce qu'on va comprendre le message de la justice ce soir. Luc, je voudrais vous livrer le message d'un avocat très connu dans le monde du sport, c'est Renaud Duchesne, qui dit « elle pourrait attaquer juridiquement la fédération pour ne pas avoir créé une préparation optimale dans le cadre de ces mondiaux ». Vous qui êtes juge, vous pensez qu'elle peut obtenir gain de cause ? Elle peut obtenir gain de cause. Ceci étant, ça ne va pas être un procès facile à mener parce qu'il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord les faits et puis il y a le lien causal entre les deux. Est-ce que tous les soucis qu'elle a, et il en a parlé, et qui posent de gros problèmes, sont-ils liés à la performance ou à la méperformance de l'intéressé? Ça, c'est un gros débat. Et c'est le genre de débat que nous avons souvent dans ce type de situation. Maintenant, il est évident que la circonstance qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle vit par rapport à la performance qu'on attend d'elle, aura nécessairement, me semble-t-il, des conséquences. Mais je crois que ça vaut pour tout le monde. Si le matin vous vous levez et vous êtes en méforme, il est évident que ça ne va pas vous permettre de faire ce qui nous arrive à nous sur notre lieu de travail. Eh bien, ça arrive évidemment démultiplié au niveau des sportifs. Steph, on avance parce que je dois absolument vous montrer le troisième visage qui fait l'actu ce soir. Ce visage, c'est celui de Madame de Wever, Veer Le Egg. On n'a pas l'habitude de la croiser souvent. Elle se fait très rare dans ses sorties médiatiques. On l'avait croisée il y a de ça quelques mois maintenant à l'occasion d'une première sur un documentaire qui était consacré au Premier ministre. Et elle se confie sur la maladie qui la touche. Cette maladie, c'est l'anorexie. Et c'est vrai que quand on remonte un petit peu dans le passé, on retrouve des photos d'elle très différentes physiquement. Là, on est au début des années 2000, mais même dans une photo beaucoup plus récente de 2018, on la voit plus en chair, pardonnez-moi l'expression. Camille, elle lève le voile ce soir sur un sujet tabou. L'anorexie, ça touche combien de Belges ? Est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes ? Bien déjà, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai moi-même souffert de troubles alimentaires et cette maladie, parce que c'est une maladie, malgré que certains individus refusent de la catégoriser comme telle, préfèrent la réduire à des caprices superficiels, eh bien, elle touche de plus en plus de Belges aujourd'hui. Alors, j'ai consulté la dernière enquête de Sciences & qui date de 2022-2023. 13% de la population belge présente une suspicion de troubles alimentaires. Alors, chez les adolescents, les filles sont plus enclines, c'est 18% contre 8% chez les garçons. Alors plus généralement, c'est 15% chez les femmes et 11% chez les hommes. Et en fait, la proportion, et c'est ça qui est intéressant, elle est plus élevée à Bruxelles qu'en Flandre. Et alors, il y a eu aussi une évolution on la après voit le là, Covid. emmitouflée, ce qui montre bien, c'est généralement un signe quand on doit évidemment se réchauffer. On est beaucoup plus sensible au froid quand on souffre d'anorexie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment une évolution après le Covid-19 aussi. En 2013, il y avait seulement 8% des adultes qui présentaient ces signes. Et en 2021, on était à 11%. Donc il y a quand même Voilà des chiffres très clairs. Petite précision concernant le cas personnel de Madame de Wever. On sait qu'elle est enseignante. Elle continue de travailler aujourd'hui ou la maladie l'a poussée à rester à la maison ? Eh bien, aux dernières nouvelles, elle travaille toujours comme enseignante dans cette école primaire. Bon, c'est vrai que je n'ai pas harcelé ses proches pour m'assurer de la véracité de ces informations, mais aux dernières nouvelles, elle est toujours enseignante. Et à mon avis, elle confiera tout ça dans un livre qui sort bientôt. On espère peut-être avoir une version en français. Voilà pour les personnalités belges qui font l'actu ce soir. Mais on continue à parler de vous en faisant le tour du pays. Et nous serons ce soir du côté de Liège, où il s'est passé forcément beaucoup de choses hier soir à l'occasion d'un colloque du mouvement réformateur. À Skepdal, c'est le village de Remco Evenepoel où un café emblématique risque de fermer. Et puis à Bressou, lieu tranquille, très paysan, très rural, oui mais où une mosquée risque bientôt de s'installer. D'abord, premier arrêt du côté de Liège. Pour une fois, on ne va pas parler du tram, on va parler de ce fameux colloque. Et vous voyez la scène de l'intérieur avec des personnalités de différents bords politiques qui étaient présents. Colloque à l'occasion du 20e anniversaire du centre Jean Gol, mais aussi du 30e anniversaire de la disparition de Jean Gol. Voilà pour les images à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment les images à l'extérieur, avec près de 400 manifestants qui étaient là, certes pour dénoncer l'attitude de Georges-Louis Boucher, la tendance que prenait d'après eux le mouvement réformateur, mais avec parfois, il faut le dire, des excès de violence. Regardez ces images de quelques membres du mouvement réformateur qui tentaient de rejoindre la salle, qui ont été parfois bloqués et parfois carrément
conspués, voire victimes de jets de projectiles, dont on reparlera dans quelques instants. Réaction de Georges-Louis Boucher, c'était hier sur les réseaux sociaux, évidemment avec une condamnation ferme et définitive. C'est totalement inacceptable, c'est ce que nous subissons depuis de nombreux mois, depuis la défaite de la gauche aux élections. Et je lance véritablement un appel à mes collègues, à la gauche de l'échiquier politique, pour qu'ils demandent à l'ensemble de leurs militants de cesser cette spirale de la violence, qu'ils reviennent dans le chemin démocratique qui est celui du débat d'idées, où on échange avec des mots, mais certainement pas avec des coups. Luc, vous n'êtes absolument pas suspect de la moindre amitié, du moindre lien avec le mouvement réformateur et encore moins avec son président. Vous l'avez dit suffisamment ici sur ce plateau. Mais si je m'adresse simplement aux juges ce soir, ces manifestants qui ont, d'après beaucoup, dépassé les bornes, ils risquent quoi? Est-ce que s'en prendre à des élus, c'est une circonstance aggravante ou pas? Non. Non? Non. En tant que tel, ça n'est pas une circonstance aggravante. Vous avez des catégories de métiers, et le métier de policier notamment, entraînent, lorsqu'ils sont victimes de coups, encore plus lorsqu'ils sont victimes de coups au moment où ils exercent leur profession, le législateur est intervenu pour que les peines que le juge peut prononcer, je souligne peut prononcer, et qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Donc, ça n'est pas peu de choses. En ce qui concerne les élus, il n'y a pas ce type de prévention. La seule chose qu'il faut préciser à cet égard, c'est que dans la plupart des cas, et c'est le cas pour les coups et blessures, le juge a une fourchette qui peut aller de 2 à 5 ans, voire plus, en fonction des circonstances. Elle est relativement large. Et ce qui apparaît dans la démarche du juge, ou qui peut apparaître dans la démarche du juge, c'est que si la violence a été commise à l'égard d'un élu, eh bien, il pourra se trouver dans la partie la plus haute de la fourchette, en fonction de l'ensemble des circonstances. Et parmi ces circonstances, il y a évidemment tout le contexte dans lequel les faits se sont produits. Et là, c'est une petite remarque personnelle à l'égard de mon ami, et je ne peux m'empêcher de le faire. C'est plus qu'un ami aujourd'hui, tellement vous êtes proche. Absolument. J'imagine que vous parlez du président du MR. J'ai essayé l'exercice, mais ça n'a pas fonctionné avec les diapasons. Bien, en ce qui me concerne, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas résonné. Ça n'a pas résonné. La science va s'occuper de vous après, vous inquiétez pas. Mais donc simplement pour dire que quand on l'entend, le président du MR, et sur le plan du fond, il a évidemment, je veux dire qu'on n'agit pas de cette manière-là, mais tout de même, il ne manque pas d'un certain culot pour aller faire le discours qu'il vient de faire quand on l'entend et quand on le voit agir dans les derniers temps. Alors c'est toujours la même chose, c'est évidemment la gauche qui agit de cette manière-là. Je crois qu'il devrait apprendre, et je suis prêt à lui offrir un petit balai. Donc très ferme, Luc, sur la condamnation de ce qui s'est passé, mais par contre, dans le discours utilisé par le président du MR, une distanciation claire et nette. Vous avez parlé du contexte, je voudrais quand même vous montrer une image, Stéphane. Cette image a été prise par un des journalistes de la LIB, Frédéric Chardon, qui se trouvait sur place. Voilà une poubelle remplie de bière, de canettes de bière, ce qui donne aussi un peu le contexte. On sait que l'alcool peut exalter un peu les passions. Est-ce que pour vous, ça, c'est une circonstance atténuante, aggravante? Vous le prenez comment, vous? C'est un peu trop facile. Je rejoins monsieur le juge pour une partie. Alors, bien sûr que, de toute façon, ce que font ces gens, c'est contre-productif, parce que ça permet à Georges-Louis Boucher de venir faire comme on dit en Moucron, le bréou. Le mec qui pleure et dit « je suis victime ». Mais sur le fond, d'abord, on ne profane pas une tombe d'un ancien président de parti. Non, on n'agresse pas. Mais c'est pas de ça dont non, mais c'est pas ça qu'on parle. Mais je vous parle de l'ensemble de leur œuvre. Ils ont attaqué. C'est pas si c'est les mêmes, par ailleurs. Non, mais ils n'ont pas attaqué que M. Boucher. Il y a eu des dames qui ont, un monsieur qui a pris un coup de poing. Il y a une dame qui a été agressée. Donc tout ça est négatif. Moi, je voudrais juste comprendre le combat. Ce combat-là, c'était forcément les gens qui venaient défendre la Palestine par rapport aux propos et à la vision de M. Boucher. Mais à la base, le pays est quand même un peu malade. Il n'y a plus de drapeau belge. Donc je ne comprends pas le combat de tous ces gens. Je ne vous parle pas de gauche et de droite. Je pense qu'à un moment, c'est ni le lieu, ni la manière. Je pense qu'on a le droit de revendiquer, de dire qu'on n'est pas content de choses et qu'on n'est pas d'accord des accords de M. Boucher, de son mode de fonctionnement politique, mais réagir comme ça... Donc si je vous comprends bien, vous auriez aimé qu'on l'attaque davantage sur ses prises de position en Belgique et sur des sujets belges que sur Gaza. Je pense. C'est évidemment... Et pas être violent. C'est évidemment un choix très personnel ce soir. Alors, je me permets de convoquer une nouvelle fois la science, parce qu'on a vu des jets de projectiles, et certains projectiles en particulier, des pommes pourries notamment. Question. Est-ce que la science recommande à ces manifestants de plutôt utiliser des tomates que des pommes, ou la science
recommande surtout de ne rien jeter du tout. Bon, alors, elle a bon dos, la science. Bon, alors, la science recommande de rien jeter du tout, parce que même une tomate, ça peut être dangereux. Mais ceci étant, si vous voulez comparer une tomate et une pomme, eh bien, il faut prendre, bien sûr, la formule de la quantité. C'est ce que j'attendais de la science ce soir. P égale MV, c'est-à-dire que la quantité... Mettez-la à côté de votre micro parce que sinon on vous entend. Voilà. Je vais la tenir. Voilà. La quantité de mouvement est proportionnelle à la masse. Et j'ai vérifié, la masse d'une tomate, c'est la moitié de la masse d'une pomme. Donc vous donnez en vérité 2 fois plus de quantité de mouvement à une tomate qu'à une pomme. Alors vous dites, en quoi ça sert la quantité de mouvement? Deuxième bazar ici. Ça sert parce que si vous dérivez la quantité de mouvement, vous trouvez la force. Et donc c'est en fait l'impact que vous avez sur la tête. Donc quand vous jetez une pomme, vous faites 2 fois plus mal because à dériver de la quantité de mouvement. Et c'est la science qui le dit ce soir. 1, ne lancez rien. Option 2, lancez des tomates. Option 3, lancer des pommes, mais c'est vraiment la dernière des solutions. Non, plutôt les tomates alors, quitte à... Oui, c'est ça, c'est l'option numéro 2. Mais bon, mais même une tomate, ça peut provoquer des dégâts oculaires. Oui, donc ne lancez rien du tout, c'est le message formel de la science. Avançons et continuons le tour du pays parce que du côté de Skepdal, il se passe aussi des choses. Skepdal, c'est le fief de Remco Evenepoel. Ce petit village, ce petit écrin de verdure, pas loin de Dilbeek, où évidemment, tout le monde, absolument tout le monde, est derrière Remco. Donc voilà, sur un petit... Remco Evenepoel, il est là et Skepdal est là aussi. Ça mentionne quand même quelque chose, hein, une petite village comme Skepdal est quand même quelqu'un qui est au top dans le monde, quoi. Hein, du talent, ça veut dire quelque chose. Hein. Coup de tonnerre à Skepdal. On apprend, Camille, dans la presse, que le café des supporters de Remco Evenepoel est à vendre. Ce café dans lequel on fêtait toutes les victoires, le titre de champion du monde, par exemple. C'est là que Remco est venu le fêter avec les siens. C'est quoi l'explication de la vente? C'est juste les propriétaires qui s'en vont parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient fait leur beurre et qu'ils partent en retraite, ou il y a autre chose? Alors, pas de faillite, pas de volonté des proprios. Alors, c'est lors d'une dernière inspection des pompiers, en fait, qu'ils ont déclaré que le bâtiment était non conforme aux critères de sécurité incendie requis. Et pour respecter les normes actuelles, en fait, ils devaient faire beaucoup de rénovations assez majeures, comme installer des portes coupe-feu, moderniser l'installation électrique. Et en fait, les proprios, eh bien, ils ont estimé que ces travaux, ils étaient financièrement impossibles à leur âge, ils sont quand même assez âgés. Mais bon, ils espèrent qu'il y aura un repreneur qui reprendra du coup l'activité et qui modernisera le tout. Donc, si vous êtes intéressé, Thibaut, n'hésitez pas, c'est à Je vendre. vais demander à Steph de regarder la caméra, de lancer un appel au repreneur. S'il vous plaît, Steph, ce café ne peut pas mourir. Il faut qu'il vive. Trouvez quelqu'un, lancez un appel ce soir. Personnellement, je m'en fous. Hein. Ah mais ça commence bien cette histoire. Non, je m'en fous, mais effectivement. Ça ne va pas changer ma vie si ce café est repris ou pas, mais par contre, c'est quand même toujours des traditions. Rappelez-vous, au col de la Redoute, avec Philippe Gilbert, ces bistrots où on fait la fête. Et il ne faut jamais oublier aussi que le sport, et notamment là, le vélo, il y a beaucoup de gens, c'est leur vie, quoi. Et donc, aller dans un lieu comme ça... 120 ans que c'était un lieu mythique. Oui, mais donc c'est sociétal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se retrouvent là aussi, pas pour parler de vélo, mais boire un coup ensemble. Oui, donc ce serait triste que... Rappelez-moi de ne plus jamais tenter de vous donner une consigne en lançant un appel, parce que je sais que je vais me prendre le mur à chaque fois. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, j'ai pas les sous pour le reprendre, si vous en avez un petit peu. Bah écoutez, avec la science, on peut trouver des solutions. On peut se cotiser et avec la tous justice ensemble. aussi. La justice et la science ensemble vont faire en sorte que ce café va rester ouvert. Mais avant ça, troisième destination, nous allons du côté de Bressou. C'est un quartier du côté de Liège, quartier plein de verdure, espace rural par excellence, où on a l'habitude plutôt de cultiver des tomates, ou en tout cas de faire de l'agriculture au sens large. Et on se trouve ici sur un site d'à peu près 6 hectares, avec plus de 290 parcelles, 291 si ma mémoire est bonne, et qui sont occupées par 225 familles, à peu près quelques associations. C'est là que va peut-être s'installer une mosquée. Alors, on n'est pas là pour polémiquer, professeur. Il n'y a pas question d'entrer dans des débats culturels communautaires. On voudrait juste bien comprendre quelles sont les conditions pour qu'elle puisse s'installer et qui va décider. Est-ce que les habitants vont avoir leur mot à dire ou pas? Écoutez, moi je parle là sous le couvert officiellement de la justice. Il me semble que la liberté de culte est garantie par la Constitution. Et donc ce que moi j'ai trouvé comme information, c'est qu'il n'y a pas de plébiscite des riverains pour savoir s'il y a une mosquée. Il y a simplement une enquête. Ils sont consultés via les procédures d'urbanisme. Ils ne sont pas consultés sur le fait que ce soit une mosquée, une église ou un lieu pour les pastafariens, quoi. Je dis que alors, deux précisions qu'on a trouvées par rapport à ça. Voilà, sur la mosquée, elle sera en crépi blanc, ornée d'éléments de l'islam, comme une arcade, une coupole sur le toit, un minaret. On note qu'aucun appel à la prière ne sera effectué. Et par ailleurs, les responsables de cette future mosquée le précisent. On veut promouvoir la paix, l'entraide, notamment la distribution de colis alimentaires. Bref, on veut en faire
faire un lieu de sociabilité pour l'ensemble du quartier. Vous confirmez que ce n'est pas les habitants qui vont trancher, Luc ? Absolument. Et la science a déjà parlé, et il est évident que le débat est un débat urbanistique. C'est l'installation. Ça vaudrait aussi pour une église, ou peu importe quel culte religieux. Il y a toute une série de discussions qui peuvent exister dans le cadre de la délivrance d'un permis d'urbanisme pour construire cet immeuble. Et là, il y a une enquête publique. Lors de l'enquête publique, les riverains peuvent s'exprimer, et tout ça se fera. Mais, et comme vous l'avez très bien dit, en dehors du débat de savoir s'il s'agit d'un culte musulman, qu'il s'agisse d'un culte d'une autre religion, peu importe. Il y a là une réflexion qui est menée. Maintenant, comme pour tous les projets, tous les citoyens procèdent de la même règle, c'est never in my backyard. Donc, jamais dans mon jardin, quoi. Jamais chez moi. Absolument. Et là, vous êtes dans un endroit où il y a où il y a des jardins, il y a tout ce que vous voulez, et dans la mesure où le lieu est un lieu constructible, ce qui s'y met doit être réglé par les procédures. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu d'opposition dans le quartier. Stéphane, vous aurez le mot de la fin, très court. Non, je dis, il ne faut pas être hypocrite. Alors j'entends bien, effectivement, là on est sur un projet urbanistique, mais il ne faut pas être hypocrite. On est dans une société où beaucoup de gens utilisent ce genre de choses pour faire contre les musulmans, contre l'islam. Alors moi je vous dis simplement qu'il y a aussi des gens de l'islam qui pratiquent très très bien leur religion, des musulmans, sans ennuyer les autres et sans être dans des tabous et dans des clichés. Donc je pense que effectivement, c'est un projet urbanistique, mais il doit avoir une catégorie, encore une fois, de mécréants qui doivent utiliser cela. Donc vous avez peur, vous, de la récupération, bien sûr, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans le quartier. Mais ça va venir. Attendez, l'enquête publique est en cours, et puis il y a peut-être des quartiers où tout se passe bien, ça arrive, ça existe. Vous pensez qu'il va y avoir le même scandale si c'est pour construire une église? Je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de scandale, ni pour l'église, ni pour la mosquée. Puisqu'on en parle. Quelque part, on saurait jouer. Oui, mais d'un point de vue purement informatif. Urbanistique. Urbanistique, oui, exactement. Nous sommes du côté de l'urbanisme ce soir. Et je puis vous dire d'expérience que ce genre de considération n'entre pas dans la démarche qui est celle des autorités qui délivrent les permis. Quel que soit l'objet du permis qui est à délivrer, elles prennent une distance, alors que l'opinion, ou certains ont une opinion dans le sens que vous indiquez, ou les médias, enfin ça fait partie de la vie en société, mais je pense que sur le plan administratif, vous avez raison. Ces procédures se mènent, je pense, avec beaucoup. Et vous avez vu Mosca passer à l'écran, elle est en tout cas favorable à ce projet, elle n'a pas marqué d'opposition. Dans un instant, nous nous retrouverons pour parler des fêtes de Wallonie, oui mais pas seulement. Christian Clavier, Ryan Bensetti, deux stars du cinéma français, sont nos invités dans un instant, et c'est dans 100% belge. Merci d'être là encore et toujours dans 100% belge pour la dernière de la semaine. Oui, mais avant l'ouverture des fêtes de Wallonie, sommes-nous assez wallons? Alors que les fêtes vont s'ouvrir avec des tas d'artistes français, la présence d'un Premier ministre nationaliste, le chauvinisme est-il endormi ou pas? On en parlera dans quelques instants. Votre trajet en train va pouvoir être bientôt compté comme du temps de travail. Ce n'est pas une blague, c'est sur la table du Parlement. On verra ce qu'en pensent les patrons, la science, la justice et tous les autres autour de la table. Et puis des stars sont en Belgique. Tony Parker, qui viendra donner une conférence ce week-end. Oui, mais ce n'est pas la seule star française. Il y en a deux autres et elles sont sur ce plateau ce soir. Elles sont dans le consulat. Ces deux stars s'appellent Ryan Bensetti d'un côté, Christian Clavier de l'autre. Ils ont déjà été à l'affiche d'un film ensemble, Jamais sans mon psy. Ils reviennent au cinéma dans Le Million, avec d'un côté Ryan Bensetti qui joue le rôle d'un jeune ambitieux qui a volé 1 million à son patron, mais qui est pris de remords et qui a besoin de Christian Clavier pour tenter de résoudre la situation. On est fou, Dieu. On va le mettre dans votre camionnette et on va le déposer dans un terrain vague. Mais jamais de la vie! 5 000 € et vous faites tout ce que je dis. Vous payez cash tout de suite. Putain, on nous a tiré les camionnettes! Mais vous êtes un poissard, vous êtes un poissard! Esther, mon ex, elle va nous trouver un taxi. Arrête de m'appeler ton ex, je te rappelle qu'on n'est même pas divorcés. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Ah bah non. Ah oui, effectivement, vous avez une excellente relation. C'est qui le gros là? Non bah attends, tu sais ce qu'il te dit, le gros? Pardon, le gros. Il faut peut-être que ça cesse, les réflexions sur le physique. Il est où l'argent, Marine? T'approches pas! Je vais brûler tes pistons! Non, les bifetons! Pas les bifetons! Non, elle est brûlée, les bifetons. Bonsoir Christian Clavier, bonsoir Ryan Bensetti, merci Bonsoir. à tous les deux d'être là. Je remarque que vous êtes venus sans la mallette.
Elle est donc restée quelque part, soit entre Paris et Bruxelles, soit ailleurs. Non, elle est rangée. Elle est rangée. Ne vous inquiétez pas, elle est rangée, elle est là. Entre de bonnes mains. On verra si vous la sortez d'ici la fin de cette interview. Vous venez évidemment nous voir pour ce film Le Million. J'aimerais que vous choisissiez avant tout une expression pour définir votre relation. On vous en propose quelques-unes, mais vous pouvez en choisir d'autres bien évidemment. Père-fils, maître-élève, copain comme cochon, coach et joueur, tonton-neveu, la ville ou la province. Christian, est-ce qu'il y a une expression qui pourrait résumer le lien que vous avez tissé avec Ryan? Manipuler, manipulateur. Ça, c'est dans le film. Dans le film. Oui, dans la vie, d'accord, oui, parce que j'en voyais pas. Non, parce que je pensais au film, moi. Dans la vie, il me doit tout, quoi. Mais c'est vrai, moi, je dirais coach et joueur. Coach et joueur, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que le coach a quand même mis une certaine pression sur le joueur et je pense que vous l'avez concédé. Hein. Ryan, dans une interview, vous dites notamment que Christian apprend le texte de tout le monde. Aucune pression sur le joueur, je ne suis pas d'accord. Corrigé. Mais vous êtes coach. Vous êtes joueur-entraîneur en même temps, Christian. Oui, mais en fait, l'entraîneur est là pour que le joueur aille au bout de ses capacités. Donne son plein potentiel sur le terrain. Oui, enfin, ça va. Et en dehors du terrain aussi. C'est vrai qu'il connaissait le texte d'absolument tout le monde, Christian Clavier? Il connaît le texte de tout le monde. Qu'on soit 10 sur le plateau, il connaît tout le monde. Je connais votre texte. Alors, c'est quoi la question suivante, Christian? La question suivante, c'est quoi? Bonne question. C'est un extrait qui va nous permettre d'y répondre parce qu'on a parlé de votre relation hors antenne, quelque part, dans les coulisses. Voici votre relation sur le terrain, à savoir dans le film. Je vous sens pas, vous. Moi, je donne pas dans les cambriolages. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous voyez cette sacoche? Je dois la remettre dans un coffre avant 6h demain matin. 1 million d'euros, c'est la com du laiton. T'as volé 1 million d'euros à Richard? Demain matin, à 6h, je prends l'argent dans le coffre. Dès que Richard saura que t'as voulu lui prendre son argent, il va te dégager, tu crois quoi? Richard saura pas que j'ai volé l'argent. Parce que je vais le remettre. Je prends, je remets, je reprends, je reprends, je remets. Vous faites jamais d'erreur, vous? Je vous sens pas. 1 000 euros. En cash? Elle est mal emmanchée, hein, cette relation au départ entre Sam que vous incarnez et Hippolyte que vous incarnez. C'est la rencontre de deux mondes, la France d'en haut, la France d'en bas. Comment vous la définiriez, Christian? Oui, tout à fait. Il y a un loser complet qui est passé à côté et lui qui est en plein boom, qui est extrêmement ambitieux et qui donc veut arriver. Il marcherait sur sa mère pour y arriver. Et donc il essaye de me convaincre et il m'entraîne dans des choses absolument catastrophiques. Voilà. Et en même temps, qui manipulera à la fin l'un ou l'autre, on ne sait pas. C'est évidemment tout le mystère qu'on ne va pas lever ce soir. Et en même temps, on s'aperçoit que ces deux France qu'on tente d'opposer, elles sont compatibles et par bien des égards, elles se ressemblent aussi, Ryan. Et puis ils ont pas vraiment le choix au final de cohabiter, on va dire, parce que j'ai besoin de lui. Si tu veux, c'est que Stan a besoin de ce personnage. Sans lui, il ne peut pas avancer, il ne pourra jamais remettre l'argent dans le coffre. On a toujours besoin de Christian Clavier à un moment donné. Mais moi, j'ai besoin de gagner ma vie. Et lui, j'ai besoin de gagner ma vie parce que ça n'a pas été simple pour moi. Et donc, il m'entraîne à cause de. Donc, c'est ignoble. Oui, mais d'ailleurs, vous avez un discours très social, très politique sur les petits commerçants qui ont parfois du mal à gagner leur vie. Voilà. Alors, au-delà du duo, et je sais que c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, Christian, il y a l'effet de troupe. Et je voudrais qu'on voit d'autres visages. Julie Février, Charlotte Gabris. Est-ce qu'il y a, Christian, alors pardon pour le cliché, mais un côté un petit peu nostalgique? On sait à quel point les années splendides vous ont marqué. Vous avez envie de revivre cet effet de troupe? Mais non, mais moi, je la vis tout le temps. C'est-à-dire que je suis un acteur de théâtre et un acteur de troupe. Et je continue ça tout le temps. C'est même pas de la nostalgie, c'est toujours du présent. On ne peut pas faire de bons films et de bonnes comédies sans avoir des partenaires remarquables. Alors, c'est impossible. Charlotte, Claire, Julie, Gilles, vraiment, c'est des acteurs de premier ordre. Donc, la qualité du cinéma français, il y a un certain temps, moi que j'adorais, c'était, on disait les grands rôles, deuxième rôle, troisième rôle, tout était très très bien tenu. Puis après, on a eu une espèce de mode dans lequel on était deux. Voilà, c'est des films. Ça, c'est pas possible. Hein. Il faut du spectacle. Du spectacle, c'est avec des acteurs, des actrices et des situations qui se renversent. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup sur votre duo. Forcément, Ryan, vous avez l'impression vous aussi d'avoir été adopté quelque part par une troupe ou d'avoir formé une troupe? Totalement. Alors en plus, Christian, on avait joué ensemble dans Jamais sans mon psy, Claire aussi. Couchard, qui en plus d'ici, on avait fait BDE ensemble pendant un petit moment. Donc, et moi, les visiteurs avec lui. Les visiteurs, on était, en plus, on se connaissait déjà de base. Donc la relation sur scène, elle est encore plus facile et encore plus on voit plus Jean-Luc libre. Couchard à l'instant parce que ça tombe bien. Vous évoquez cette troupe, elle a forcément un petit accent belge. C'est l'heure de la question. C'est un vrai de très haut niveau, de très très grande classe. Mais il y a du belge partout dans ce film. Alors il y a Jean-Luc Couchard, il y a Sylvain Goldberg qui s'occupe de la musique aussi.
il faut le remercier parce que c'est très très bien ce qu'il fait. C'est magnifique. Il accompagne parce que le film est un suspense. C'est quand même comme film noir en étant en même temps une comédie. Donc c'est très intéressant. J'ai même l'impression que dans une scène, on voit un maillot des Diables Rouges sortir de la mallette. Mais c'est peut-être une erreur visuelle de ma part. Non. Alors on connaît les affinités. On connaît les affinités de Christian avec la Belgique. Mais Ryan, vous, à titre personnel, vous avez l'impression d'être devenu un peu plus belge après ce tournage ou pas? C'est ce que je dis honnêtement. J'aime trop la Belgique. Cousins germains. Exactement. Non mais moi j'ai vraiment une affection particulière pour les Belges, vraiment. Et la Belgique, c'est le 3e film que je tourne ici. J'étais ravi de tourner ici. Et oui, il y a un petit clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil aux Belges dans footballistiquement parlant. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans un film qui rassemble. C'est pas si fréquent que ça. Un film qui rassemble. Et Christian, j'aimerais bien vous interroger là-dessus parce que on a vu paraître, c'était un article du Figaro il y a de ça quelques mois maintenant, une forme de schisme en France entre ces films qui sont adulés en province et parfois méprisés à Paris. Vous, l'homme qui avait fait 10 millions d'entrées à 4 reprises, vous avez l'impression d'arriver encore aujourd'hui à concilier ces deux publics, le public peut-être un peu plus chic, un peu plus snob des capitales et le public un peu plus provincial? Je vais vous dire, je vais répondre assez brutalement par rapport à ça. Il n'y a plus de public dans les grandes capitales. Il n'y a plus de cinéma. Quand vous pensez que sur les Champs-Élysées, il n'y a plus de cinéma, où j'ai passé toute mon adolescence, dans tous les cinémas qui sont aujourd'hui, c'est des magasins de chaussures. Donc en fait, le cinéma, il est en périphérie et les spectateurs sont en périphérie et dans la France entière. Donc je crois que évidemment ça rassemble, mais ça rassemble surtout ce public-là. Après, tout le monde, ils sont tous bienvenus, mais je crois que vous donnez trop d'importance à cette différence. Le public majoritaire, le grand public, il est ailleurs que dans les capitales. Et vous ressentez vous-même cette opposition, Ryan, entre effectivement le public qui vient voir les films, qui est partout dans la France, qui est partout dans la Belgique, un peu plus reculé, diront certains, et les capitales, Bruxelles, Paris, qui effectivement peut-être se désintéressent un peu du cinéma aujourd'hui. On le sent aussi en tournée, parce que même dans les tournées, les producteurs et les personnes qui organisent la tournée maintenant évitent les grandes villes et essayent d'aller justement plus dans les villages, dans les villes autres que les grandes villes. Voilà. C'est une petite leçon aussi pour les médias, ça leur rappelle que c'est pas eux qui font la pluie et le beau temps et qu'en fait c'est le public qui décide partout. Ça fait des années, ça a toujours été ça. Oui, vous avez raison de le rappeler et vous le savez mieux que personne à travers tous les succès que vous avez faits. C'est pas tellement ça, mais moi je suis très heureux de ce rapport avec le public, c'est merveilleux, mais si vous aviez la perversité de regarder les critiques du Père Noël est une ordure quand il est sorti, ça va vous faire beaucoup rire. Je vous promets de le regarder en sortant d'ici. Ryan, j'ai une dernière question avant de vous libérer parce que je sais que le planning est chargé aujourd'hui. Question les yeux dans les yeux. Oui. Je sais que sur votre checklist, votre liste de courses, votre liste de rêves, il y avait le fait de tourner avec Christian Clavier. Ouais. Ça, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Il reste quoi sur votre checklist? Il reste qu'est-ce qui reste après Christian? Il reste DiCaprio. Qu'est-ce qui reste? Voilà. Je sais pas si vous pouvez servir votre metteur sur ce coup-là, Christian. Je crois qu'il va faire un très gros sketch avec Donald Trump. Ouais, oui, ça aussi ça vient, mais bon, je ne vais pas le dire. C'est un sketch avec des perruques en plastique, qui va tout à fait bien. En tout cas, comptez sur nous tous les deux pour aller voir Le Million, une vraie comédie où on rit du début à la fin, comme on les aime. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. 7h30 de bonheur. On vous dit à très bientôt en Belgique ou ailleurs, et il est l'heure de lancer de notre côté la remise des diplômes. Et au cœur de cette remise des diplômes, un premier visage que vous connaissez bien sur LN24, c'est celui de Mathieu Léonard, patron de la Fédération Horeca Bruxelles, qui était particulièrement en colère cette semaine contre l'interdiction de fumer en terrasse qui arrive bientôt en Belgique. Et ce qui va se passer, c'est que les fumeurs de nos établissements, ils vont se déporter de plus de 10 mètres, puisque c'est la règle qui est envisagée, c'est d'aller au-delà de 10 mètres d'une terrasse Horeca, et ils vont aller se retrouver devant chez les riverains. Mais moi, je vais avoir tous les ennuis du monde avec mes riverains en tant qu'exploitant. Un fumeur qui va vouloir être tranquille pour pouvoir fumer sur une terrasse avec un petit verre de vin ou une petite bière ou une boisson non alcoolisée, il va finir par inviter ses amis chez lui et la question va être réglée. Et donc, de facto, ça va entraîner une baisse de la consommation chez nous. Mais alors, il y a un truc qu'on n'avait pas vu venir, c'est l'histoire des bars à chicha. Alors là, on a été interpellé en lisant ça dans la presse. Voilà que les bars à chicha devraient déjà envisager de fermer leur établissement maintenant, puisque le projet de loi inclut la possibilité de continuer à accéder dans ces établissements, mais oui,
mais il faudra une carte de membre et il sera interdit d'y consommer de la nourriture ou des boissons. Camille, je sais que vous avez passé toute la journée à tenter de démêler le vrai du faux sur ces fameux bars à chicha. Ils doivent vraiment mettre la clé sous la porte là maintenant parce qu'ils vont plus pouvoir continuer. Bon, du coup, j'ai eu le chargé de communication de Monsieur Léonard au téléphone, donc il m'a un peu expliqué, parce que c'est vrai que c'était un peu flou. Donc il m'a dit que dans l'avant-projet de loi, il y a la possibilité qui a été évoquée de créer une carte de membre. Je pense à Luc parce qu'il passe sa vie dans les bars à chicha. Et donc avec cette carte de membre, je suis bien informé. avec cette carte de membre, on peut accéder à ces bars à chicha pour fumer une chicha, mais on ne peut pas consommer de nourriture ou de boisson. Donc c'est un peu hypocrite, c'est un peu bizarre, parce que alors comment est-ce que, enfin, ça interroge sur la viabilité économique de ces établissements. C'est pas comme ça qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires. Et donc ils m'ont dit en fait que donc c'était un avant-projet de loi, mais que le projet de loi final, dans son intégralité, n'a pas encore été communiqué. Donc ils n'ont pas toutes les réponses. Mais il m'a dit qu'ils étaient très en colère parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu des discussions entre les fédérations et les cabinets, mais il paraît que rien n'a été pris en compte. Oui, et il y a un truc qu'on ne comprend pas dans cette histoire, c'est qu'il y a des tas d'exceptions qui sont déjà prévues, notamment pour les fameux marchés de Noël ou tous les grands événements de ce type-là, où là, quand il y aura un marché de Noël organisé par la ville ou la commune, on pourra aller fumer en terrasse. Luc, on a l'impression que c'est une loi à géométrie variable qui va arriver. Soit on tranche dans le dur, soit on tranche pas, mais on est un peu embarrassé là par cette situation. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi. Absolument, et je n'imagine pas quelle va être la situation du juge qui devra éventuellement décider si des sanctions il y a, parce qu'avec un tel contexte d'exception, et le président de la fédération l'a évoqué en disant mais comment va-t-on agir? Et on va se retrouver finalement, pour être bref, dans la même situation que celle qu'on a connue avec la période du Covid, où vous avez des nuances et encore des nuances. On ne comprend pas où est-ce qu'on peut fumer, où est-ce qu'on peut plus fumer. Et avec une incohérence. Alors bon, je ne résiste pas au plaisir de rappeler une discussion que j'ai eue sur ce même plateau avec le ministre Clarinval à l'époque, à qui je posais la question de savoir pourquoi on fermait les coiffeurs et on ne fermait pas les toiletteurs pour chiens. Et à l'époque, il avait été incapable de vous répondre. Il avait été totalement incapable, mais ce qui était surtout beau à voir, c'était la tête. Mais en parlant de tête, celle de Stéphane est particulièrement expressive ce soir. Vous connaissez bien évidemment le monde je vais pas dire de la fête, parce que c'est pas le monde de la fête, mais le monde de l'Horeca, le monde où on vit, on se rencontre, on se voit. Ça va changer quelque chose pour vous? Ça va tuer le secteur? J'en ai marre dans cette société. D'abord, c'est typiquement belge, ce qu'on est en train de faire. C'est de la belgitude, c'est drôle d'ailleurs. Moi, ça me fait plutôt rire parce que, comme dit monsieur le juge, rien n'est cohérent. Enfin, en tout cas, dans les positions. Moi, j'en ai un peu marre qu'on interdise, et ça, c'est le bien-pensant, en tant que citoyen belge, on ne peut plus rien faire. On nous interdit tout maintenant. On nous interdit tout. Et alors, je suis désolé, moi je pense que quand on fait quelque chose et qu'on ne nuit pas aux autres, moi que les mecs ils fument la chicha et qui mangent, personnellement je m'en fous, tant mieux pour eux. Et en terrasse, sauf si à un moment vous incommodez la personne. Mais je pense que quand on est en bonne éducation, régulièrement, moi il y a des gens qui me disent, monsieur, vous embêtez pas si je fume? Non, ça ne me pose pas de problème. Remettons l'éducation plutôt que remettre des règles. Avant d'entendre la science, parce que la science a des choses à dire. Camille, je vous ai vu aussi faire des petits bonds là sur ce dossier. Non, mais c'est juste que pour moi, si on, enfin, il y a pas de, on accepte de fumer, mais alors on peut pas consommer. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est complètement incohérent en soi. Alors on accepte vraiment une carte de membre, mais alors on peut consommer. Enfin, je veux dire, c'est un moment de partage. Pourquoi faire ces cartes, Camille? Pourquoi avoir des cartes? Ah non, mais pour moi, ces cartes n'ont pas de sens. Alors pour moi, il faudrait complètement fermer. Mais c'est parce que monsieur me disait qu'il y avait aussi une certaine culture du bar à chicha en Belgique qui est assez ancrée, enfin surtout à Bruxelles. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent garder, je pense, une carte de membre pour qu'il y ait quand même certains établissements qui puissent continuer. Carte de membre, mais qui risque par ailleurs de les tuer si on comprend bien la fédération Horeca. Et ça ennuie qui qu'il y a des bars à chicha? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je voudrais, Stéphane, qu'on convoque la science une nouvelle fois ce soir. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir une réponse à une question très précise. Imaginons, professeur, que je sois en terrasse, moi, non fumeur, à 1 mètre de distance d'un fumeur. Sur une cigarette complète, qu'est-ce que moi je vais ramasser dans mes poumons? Parce que peut-être qu'on est en train de parler sur un truc qui n'a aucune incidence. Non. Malheureusement, vous allez subir le tabagisme passif. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, malheureusement, à 1 mètre. Et en vérité, c'est pas parce que vous ne sentez pas l'odeur de la cigarette que vous n'inhalez pas l'ensemble. Je vais pas vous faire la liste de toutes les saloperies qu'il y a dans la cigarette. Et donc, là, la science, elle dit que c'est problématique. Et d'autant que si vous êtes sous un parasol ou sous un auvent, ça j'ai vérifié, ça augmente de 50% bien sûr l'inhalation. Donc moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi c'est un débat, si vous voulez, de politique et c'est un débat de politique collective. Ne dites pas au professeur que c'est tiré par les cheveux, il lui en reste beaucoup. Non mais ce que je dis c'est que la science vous dit pas que c'est zéro tabagisme passif quand vous avez à 1 mètre d'une personne. Mais monsieur le professeur, s'il y a un coup de vent,
Parce que ceci, d'après le vent, donc s'il y a une rafale de vent, vous allez prendre une bouffée, et s'il n'y a pas de vent, vous n'allez pas en prendre. C'est absurde. Vous savez quoi? La science reviendra avec cette réponse la semaine prochaine. On a évoqué le parasol, on évoquera le coup de vent la semaine prochaine pour savoir si ça a une incidence supplémentaire. En attendant, autre visage au cœur de cette remise des diplômes, tiens, c'est un député, lui aussi. Il s'appelle Julien Matagne, il est actif, je pense, du côté de Charleroi. Et voilà qu'il s'est réjoui d'être à l'origine d'une proposition de loi qui concerne le travail dans le train. Oui, quand vous travaillez dans le train, désormais, ce sera compté dans vos heures de boulot. C'est pas une blague, mais bon, il y a des petits bémols quand même. Regardez, un contrat de travail est basé sur la confiance, donc les courriels seront traités lorsque le travailleur arrivera au bureau. On pourra vérifier à ce moment-là s'il a vraiment bossé dans le train ou pas. Et puis quand même, le dispositif repose sur une base volontaire, tant au niveau de l'employé que de l'entreprise. Bon, en gros, ça veut dire que si le patron et l'employé sont d'accord, on peut... N'importe quoi. On prend rien. Oui, soit non. on le fait, soit on le fait pas. Mais si c'est sur base volontaire, ça change rien. Ça me paraît évident ce que vous dites et je crois que ça ne mérite pas une autre constatation. Je crois que le monde est sur sa tête. Ah oui, non. On fait des lois pour tout et pour n'importe quoi, là. Ils doivent avoir quand même beaucoup de loisirs pour pondre ce genre de choses. Alors qu'il y a quand même des sujets, hein, on peut le dire au passage, qui sont autrement importants. On est en train, excusez-moi, mais de discuter du sexe des anges. Si, par hypothèse, ils existent et ils en ont, encore un débat pour la science. Et on pourrait faire une loi sur le sexe des anges. On est un peu dans le ridicule consommé. Oui. En plus, si on doit vérifier si les gens ont travaillé dans le train, mais on perd du temps de travail. De toute manière, comment voulez-vous? Écoutez, je prends le train régulièrement entre Moucron et Bruxelles, et notamment dans des heures du matin. Si vous voyez beaucoup de gens qui travaillent, faites-moi signe, parce que les gens ils dorment, mais la bonne ils lisent nouvelle, le journal et ils ne travaillent pas, donc c'est absurde complètement. Attendez, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça fait quelques mois qu'on a développé des zones silence dans les trains, juste pour travailler, il paraît que ça marche. Alors on a un autre nafteur autour de la table. Professeur Bouchella, vous prenez régulièrement le train pour aller vers Paris, direction vos amis des grosses têtes, parce que oui, monsieur fréquente le gratin parisien. Est-ce que vous travaillez dans le train ou est-ce que vous voyez vraiment des gens travailler dans le train? Oui, je vois quand même des gens travailler dans le train. Notamment, je prépare vos émissions dans le train. Ça se voit. En première classe. Quoi? En première classe. Ça, je vous avoue que pour être un tout petit peu à l'aise, je voyage en première classe. J'ai pas de stress à vous l'avouer. La science a besoin d'un petit peu de confort pour travailler. Chacun se fera son avis sur l'intérêt de ces zones ou pas. En attendant, troisième visage important au cœur de cette remise des diplômes, Gaëtan Sgualdino. C'est l'un des défenseurs, l'un des piliers du bien-être animal en Belgique. Il était très énervé sur l'affaire de Skullcat. Vous vous souvenez de Skullcat, ce chat qui depuis 10 ans vit dans l'école de Neupré, mais qu'on veut déloger parce que soi-disant il n'y a pas de règlement et les parents et les enfants sont en colère. On ne met pas un animal comme ça du jour au lendemain dehors. Je regrette, c'est la mascotte de l'école. Quand j'étais chez moi, j'ai pleuré un peu, oui. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe de lui. Dans quelle société vivons-nous si l'on en vient à briser la relation bénéfique entre l'animal et les enfants? Voilà ce que dit Gaëtan Sgualdino, qui rajoute « La bourgmestre doit assumer sa responsabilité, écouter les citoyens au lieu de se retrancher derrière de l'administratif. » Parce que c'est vrai, on vous l'avait montré, voilà ce qu'avait dit la bourgmestière. Il n'y a pas de règlement pour l'instant, et tant qu'il n'y a pas de règlement, on ne peut rien faire. Camille, nouvelle mission difficile après la mission Chicha. Vous avez dû vérifier si, en attendant ce règlement, le chat Skullcat pouvait rester dans l'école de Neupré. Ah, mission difficile, pas des moindres, parce que je me suis pris une vague de colère. Donc j'ai contacté l'école communale de Roteux, j'ai eu le secrétariat au téléphone, une femme complètement révoltée. Je ne parle plus à la presse, je ne parle plus aux journalistes, ils déforment complètement la situation. Donc cette histoire de chat prend des proportions mais gargantuesques. Donc moi j'essaye de me justifier, je dis je veux juste savoir si ce petit chat ne sera pas jeté à la rue tel un vulgaire méchant chat. Et donc elle m'a dit de toute façon je n'en sais rien, je ne peux même pas répondre à votre question, bonne journée, et elle a raccroché. Donc moi je suis restée complètement stoïque. Tout ça pour dire que je n'ai pas de réponse si ce chat est entre de bonnes mains. Donc, il restera dans l'école, mais j'espère. Nous sommes vendredi, il est 18h54, nous ne savons pas où est le chat Skullcat au moment où on se parle. C'est absurde. C'est absurde. On va y aller à pattes de velours, mais c'est absurde. Moi, j'ai un petit chien, il s'appelle Homer, hein, avec un H, hein, monsieur le juge. Et j'ai une petite fille de 3 ans et demi, et quand elle rentre de l'école, elle a ce lien
fort avec ce petit animal. Et il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement n'ont pas d'animaux parce que les parents n'en veulent pas. On est tous confrontés. Et donc ce petit chat permet à certains enfants aussi de se retrouver, d'avoir de l'affection. Et c'est pas pleurer dans les chaumières, ça c'est un fait, c'est un constat. On marche encore une fois sur la tête. Il y a des problèmes plus graves. On est en train de créer un problème parce qu'il y a un chat dans une école qui donne du bonheur à des enfants. Ce qui est très surprenant, c'est que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de problème et on se demande pourquoi il y aurait des problèmes demain s'il n'y a pas eu de problème pendant 10 ans. Mais soit, c'est un autre débat. Dans un instant, on ouvre la grande affaire. Les fêtes de Wallonie démarrent. Eh ben, il y a l'esprit festif ce soir. Oui, réjouissez-vous. Avec des tas d'artistes français. Et en plus, un Premier ministre nationaliste qui vient participer aux fêtes. Est-ce qu'on est vraiment assez wallon pour ces fêtes de Wallonie? On se pose la question dans un instant. Je vends des cornichons. Allons enfants de la patrie. Il paraît que c'est la fête. Dès ce soir, eh bien parlons-en, on ouvre la grande affaire. La fête, oui, mais pas n'importe quelle fête. Les fêtes de Wallonie démarrent officiellement ce vendredi. On va en prendre plein les yeux, plein les mirettes pendant 3 jours. Oui, mais avec des tas d'activités un peu partout dans le pays, certes, en tout cas en Wallonie, mais aussi des stars françaises, dont notamment les fameux Magic System. Magic System, c'est génial, mais avaient-ils vraiment leur place aux fêtes de Wallonie? Puisque, comme le veut le nom de cette fête, eh ben normalement ça doit représenter les Wallons. On cite Magic System, on aurait pu citer aussi MC Solar, Kali ou des tas d'autres artistes. Qui se sent vraiment Wallon quand dans une fête comme ça, on nous ramène le gratin français et international? Et on pourra parler du Premier ministre dans un instant, mais d'abord, Camille, est-ce que vous êtes un peu surprise face à ce casting pour les fêtes de Wallonie? Bon, déjà, je suis bruxelloise de souche, donc je n'ai pas de leçon d'identité wallonne à donner, mais quand même, je trouve que les fêtes de Wallonie, c'est censé célébrer une région, une culture, une identité. Alors, j'adore Magic System, vraiment, mais c'est un peu comme si on célébrait la bière belge avec du champagne français. Enfin, je veux dire, si on ne célèbre pas les artistes belges lors de fêtes Camille, comme ça... on peut pas faire une soirée complète avec les gaufres. Hein. Mais... il y a un moment... Attendez, il y a plein d'artistes en Wallonie. Mais non, mais attendez, il y a beaucoup d'artistes en Wallonie, il faut les mettre en valeur. Vous savez quand même que moi je l'ai animé pendant des années, les fêtes de Wallonie à Namur, il y a plusieurs podiums, donc il y a aussi des artistes locaux qui participent. Mais tout le monde à cette retient fête. les stars françaises. Je vous signale quand même qu'il y a 10 ans, IAM est venu chaque année aux fêtes de Wallonie, ça n'a heurté personne. Moi, je trouve ça dommage, l'école du micro d'argent, parce que MC Solar, c'est un poète. Oui, mais alors les gens viennent que pour regarder. Les gens viennent que pour regarder ces deux-là et puis s'en vont. Je sais pas, mettons à l'honneur notre patrimoine. Pourquoi le noyer dans des stars françaises? Pas que wallon, mais belge en tout cas. Il y a tellement d'artistes à devenir. Il y a cet élément-là. Francophone. Il y a cet élément-là, Steph, et je comprends votre attention pour les stars qui viennent quelque part se mettre au service de la Wallonie, mais il y a un deuxième élément qui nous surprend, c'est la présence du Premier ministre Bart De Wever, que certains estiment, Premier ministre toujours indépendantiste et nationaliste. Résumé des faits avec Alexandre Gérard, et puis on entend l'avis de Luc et de Fabrizio. Bart De Wever aux fêtes de Wallonie, une scène cocasse, une scène à la belge diront certains. Chaque année, les membres du gouvernement fédéral sont invités et au mois d'août dernier, le Premier ministre a donc confirmé sa présence à Namur. Un nationaliste flamand invité à fêter les Wallons, l'image fait sourire certains, d'autres sont plus amers, comme en témoignent ses réactions sur notre plateau. Je pense que le fait de l'inviter en Wallonie, c'est normal. C'est normal. Après que les Wallons n'aiment pas Bart De Wever, ça c'est autre chose. Un peu de fierté. On va pas. La Wallonie n'est pas une serpillière. Les francophones ne sont pas une serpillière pour qu'un monsieur qui refuse de dire vive la Belgique vienne être fêté comme ça quand même il serait Premier ministre. Il faut se rappeler que la NVA, le parti du Premier ministre, le premier statut de leur parti, c'est la proclamation de la Flandre libre et donc la fin de la Belgique. Mais à quoi va donc assister le Premier ministre? Il n'ira sans doute pas déambuler dans les rues namuroises pour boire un péquet, mais il assistera à la partie protocolaire des fêtes de Wallonie. Il ira d'abord écouter les discours du ministre-président wallon Adrien Dolimon et de Willy Borsu, président du Parlement, puis il se rendra à l'Élysée pour la cérémonie des mérites et des étincelles, une visite de quelques heures donc. Et on va noter que l'année prochaine, c'est la Flandre qui sera l'invité d'honneur des fêtes de Wallonie. C'est un peu l'effet cumulatif, Luc. Non seulement des stars françaises, un Premier ministre indépendantiste nationaliste. Est-ce qu'on fait tout pour mettre le patrimoine wallon à l'honneur dans cette fête de Wallonie?
On peut en tout cas se poser la question, et je rejoins ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est la fête de la Wallonie, et il y a en Wallonie un patrimoine artistique considérable, et je trouve que c'est l'occasion pour mettre ce patrimoine en évidence, que l'on invite des stars qu'on peut beaucoup apprécier, mais à l'occasion d'autres festivités. Ici, c'est un peu triste. Et de surcroît, ça ne s'arrête pas là, puisque on décide d'inviter un artiste flamand, en l'espèce Bart de Wever, qui est depuis quelques mois maintenant dans une comédie absolument affligeante dans le rôle du Premier ministre. Il aurait intérêt peut-être à avoir un peu de coaching, parce que on peut dire les choses comme elles sont. En fait, la fonction de Premier ministre, ça l'emmerde. Ça l'emmerde et ça se voit. Et il est en réalité nationaliste et nationaliste. Ça l'ennuie, mais il vient quand même faire le boulot aux fêtes de Wallonie. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de passer son week-end chez nous. Non, parce que c'est un très mauvais comédien, mais c'est un homme intelligent. Et la circonstance qu'il aille dans ces circonstances en Wallonie, comme il a fait tout récemment pour aller à Walibi, eh bien, ça entre dans une approche politique qui est, je trouve, problématique. Et ce qui, moi, me fascine, c'est que, nonobstant le fait qu'il affirme cette position, il ne s'en cache pas. Il faut dire, là, qu'il est tout à fait clair, le fait que les autorités wallonnes invitent un personnage comme celui-là, eh bien, je pense qu'ils auraient mieux fait. Il a pris l'habitude de passer ses week-ends en Wallonie, entre Wallonie le week-end mais ça, je comprends. Et maintenant, Namur, il aura vu bientôt l'ensemble de la Wallonie. Il n'est pas le seul Flamand à beaucoup apprécier la Wallonie, parce que... Jean-Marc Guéraille le dit très justement dans votre sujet, quand il dit pourquoi on ne pourrait pas l'inviter au fait de Wallonie, le Premier ministre, je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'il vienne boire un péquet et de façon discrète, et c'est parfait, qu'il vienne s'y amuser, c'est parfait, mais avec les positions qui sont les siennes, aller aux fêtes de Wallonie, je trouve... Et le vivre ensemble, monsieur le juge. Mais le vivre ensemble, il est tout à fait important, mais il n'en demeure pas moins que le vivre ensemble peut être modalisé lorsque vous avez un partenaire qui, par rapport au vivre ensemble, a tout de même une position problématique. En parlant de vivre ensemble, il y en a un autour de cette table qu'on appelait le Rital quand il est arrivé en Belgique. Ah ben oui. Ce Rital, c'est vous, professeur Bouchella. Quel est le regard que le Rital, qu'on nommait autrefois, porte sur cette polémique aujourd'hui? Oui, mais alors, moi je suis arrivé en Belgique à 6 ans et donc on m'appelait le Rital et je ne savais pas ce que ça voulait dire et je n'avais pas osé demander à mes parents ce que ça voulait dire le Rital. J'entendais bien qu'il y avait une assonance avec l'italien. Maintenant, quand je vais en Italie voir ma famille, ils m'appellent il francese parce que pour eux, je parle l'italien avec un accent français, francophone et donc... Voire même un accent bruxellois. Oui, voilà, mais ça c'est un peu trop compliqué. C'est une autre histoire. Bref, c'est une autre histoire. Écoutez, oui, non, moi, les Wallons font entre guillemets ce qu'ils veulent, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit autour de la table. Essayons, si on peut, de mettre en avant le patrimoine wallon. Après, s'il y a un ou deux artistes français qui y vont, moi, honnêtement, je m'en tamponne le coquille. Si elles se mettent au service du patrimoine wallon, évidemment, tout le monde est pour. Dans un instant, on répond à toutes vos questions sur l'actu. Et puis une invitée, pas comme les autres, une prof qui va tenter de nous réconcilier avec le métier d'enseignant. Elle veut rallumer le feu sacré chez des profs qui sont parfois à bout. On vous dit tout, et c'est dans 100% belge. Hello Houston, we have no problem. We are en direct de la cuisine internationale. Il n'y a pas de vie intelligente ici. Je vais donc quitter cette planète. Découvre le JDE et deviens toi aussi passionné d'actu sur lejde.be/je découvre. Le JDE, toute l'actu pour les 9-13 ans. Vivez un week-end sportif. LN24 vous emmène à Valence pour le triathlon T100. En voile, vivez l'arrivée de l'Ocean Race, la course qui repousse les limites humaines et maritimes. Direction le circuit Paul Ricard pour le mythique Bol d'Or, un challenge de 24 heures pour les pilotes de moto. Enfin, direction la Suisse où les meilleurs VTTistes mondiaux s'affrontent sur des pistes techniques et exigeantes. Un spectacle à couper le souffle. LN24, la passion commence ici. Ils ont changé et marqué le cours de l'histoire. Qui sont-ils? Je vous donne rendez-vous dans le secret de l'histoire sur LN24. Je vends des cornichons. Je l'ai dit! Allez placer à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. J'ai vraiment une pensée émue pour Sophie Van Den Plas, notre invitée qui se demande où elle est tombée. Elle vient de se faire agresser par un chien pendant la pause. Ça va Sophie, vous êtes en bonne santé, on prendra soin de vous dans un instant, c'est promis. Mais avant ça, on répond à toutes vos questions sur l'actu.
Steph, on va essayer de faire très court, mais on a vu passer, et c'est ce qu'on nous rappelle l'histoire d'Arthur, frappé sur un terrain de foot. Est-ce que la sanction de son agresseur est aujourd'hui connue? Il était dans un état, je ne vais pas dire proche de l'Ohio, mais presque. Alors, je vais être très bref sur ça. C'est un fléau qui dure depuis des années. Ouais. Les agressions, notamment dans le foot amateur, notamment chez les jeunes. Et on en revient toujours à l'éducation. Je pense qu'allez voir un match de football le samedi après-midi et vous allez vous rendre compte que le problème vient des parents. Les parents montrent un mauvais exemple. Ils insultent. Moi, j'ai vécu. Et donc, la punition, c'est malheureusement d'enlever l'enfant du club. Ou d'interdire, j'ai vécu à Moucron, d'interdire le papa de venir voir les matchs de son enfant tellement il y a une violence et une arrogance. Et donc là, c'est le résultat de tout ce qui est fait en amont. Et les clubs doivent vraiment faire attention aux propos des parents. C'est eux le problème dans le sport amateur. Et la sanction est une sanction de 2 ans de suspension avec un sursis pour une 3e année. Voilà pour le cas en question. C'est pas assez. Question pour vous. Et ça, on pensait à une radiation à vie. Elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas pour l'instant. Autre question, Camille, elle est pour vous. On a vu Jeanne Heukenpies habillée en balayeuse de rue. Ça sort d'où? C'est pourquoi? C'est quoi le sens de tout ça? Eh bien Thibault, en 2 phrases, c'est un geste symbolique de la ville de Bruxelles pour mettre en lumière les balayeurs et les balayeuses de Bruxelles. Alors ça a été commandé par Bruxelles Propreté en vue du World Cleanup Day qui aura lieu demain et ça se passe dans 211 pays du monde. Si vous entendez du bruit chez vous à la maison, il y a un responsable. C'est le professeur Bouchella qui emmène chaque vendredi, chaque jeudi, maintenant tous les jours, son chien qui met un bazar dans le studio que vous ne soupçonnez même pas. Alors professeur, justement, question pour vous. Je vois le chien du professeur Bouchella souvent très agité sur ce plateau. La science a-t-elle une méthode pour le dresser? Apparemment non. Ben, écoutez, la science, c'est le bec dans l'eau. Parce que même au dressage, j'ai été pendant plus d'1 an, ils ne savaient plus trop m'aider. Mais quelque part, ils m'ont dit, c'est un peu normal parce qu'on dit toujours que tel maître, tel chien. Et donc, la conséquence logique, c'est que tel chien, tel maître. Sinon, on s'en sort plus. Sinon, c'est que la réciproque ne fonctionne pas. Donc oui, quelque part, ce chien est joyeux. Moi, ça me convient bien, mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. La science se réfugie pour le coup derrière la logique pour tenter de justifier ce qui n'est pas vraiment justifiable. En attendant, il est l'heure de recevoir notre invitée. Elle est ce soir sur le feu. On sait à quel point les profs ont connu des moments difficiles depuis des mois et des mois. On leur a imposé des mesures, ils sont confrontés à la pénurie. Oui, allez chercher votre chien, professeur. Il y a des jeunes enseignants qui sont au bout du rouleau et qui l'ont dit parfois dans la rue. Si on enlève tous les qualifiants, etc., ça va diriger d'autres profs. Et moi qui n'ai pas encore vraiment de place, même ici je ne suis que remplaçant pour l'instant, je suis un peu inquiet parce que j'aimerais bien avoir un travail, quoi. Bonsoir Sophie Van Den Plas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous lancez le 1er, le 2 et le 3 octobre un festival dont on va voir les images, qui s'appelle Out of the Books, dont le but premier, même s'il y en a plein, c'est quoi? C'est de réconcilier les profs avec le métier d'enseignant? Notamment, oui, c'est de les réconcilier avec le métier d'enseignant, mais c'est les accompagner dans tous ces changements qui sont en cours actuellement, parce qu'on a un tournant quand même au niveau de l'éducation. Il y a pas mal de choses avec la mise en œuvre du pacte pour un enseignement d'excellence. Et donc nous, on a envie en tout cas de les aider dans la mise en œuvre de tout ce pacte, en leur fournissant des outils, en leur permettant de s'informer, de se former à des nouvelles pratiques. Il y aura des tas de conférences, je crois une 40aine, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Avec quoi? Le but de les remotiver, de les inspirer, de leur dire, écoutez, il y a plein de manières de donner cours aujourd'hui que vous ne soupçonnez pas? C'est exactement ça. En fait, le but des conférences, des ateliers, mais aussi des exposants, parce qu'on a une 70aine de structures qui sont présentes chaque année et qui viennent présenter des approches nouvelles et innovantes. Et le but, c'est vraiment ça, les remotiver, qu'ils repartent en se sentant plus compétents, plus outillés et donc plus à même de mettre en place des choses nouvelles dans leur classe. Je vous donne la parole, Stéphane, dans un instant, mais ça se passe à la sucrerie du côté de Wavre, le 1er, le 2 et le 3 octobre. Et petite nouveauté, les parents sont aussi les bienvenus. Et cette année, grande nouveauté, les portes du festival s'ouvrent aussi aux parents. Le mercredi, venez en famille. Des conférences, des ateliers, des activités pour petits et grands vous seront proposées. Parce que l'éducation, ça se construit aussi ensemble, entre enseignants, parents et enfants. On a l'impression, c'est vrai parfois, qu'il y a une opposition aujourd'hui entre les parents d'un côté et les profs de l'autre. Ce genre d'événement, ça a aussi pour but de les réconcilier? Oui, il y a vraiment cette volonté de collaborer et puis ça nous semblait en fait indispensable. Si on parle d'éducation, on doit intégrer les parents et les enfants aussi parce qu'en fait, ils sont les premiers concernés. Et donc on s'est dit, c'est vraiment essentiel pour nous et donc c'est pour ça qu'on a rajouté cette journée du mercredi cette année. Vous savez, madame, c'est très courageux ce que vous faites. Mon papa était directeur d'école et j'ai une famille d'enseignants. Et en fait, la société a changé. Et avant, l'enseignant, on le respectait, comme on respectait le facteur, comme on respectait le curé. Et maintenant, ça devient compliqué pour les enseignants. Et je peux comprendre que parfois c'est compliqué parce que beaucoup de parents éduquent leurs enfants de façon
compliqué, les écrans, les téléphones, où maintenant on interdit dans les écoles, qui est une bonne chose, les téléphones portables. Et je pense que, et ma question, c'est que vous essayez de remotiver, de mettre tout le monde, ces gens autour d'une table, passer par la lecture, je présume aussi, mais comment vous allez faire pour endiguer, pour essayer c'est cruel ce que je vous dis, mais de changer cette société où les parents n'éduquent plus comme ils doivent faire, où il y a tellement de possibilités néfastes pour qu'un enfant ne passe pas des bons moments. Moi, j'ai l'impression que parfois, on se débarrasse de certains de leurs enfants, ou à l'école, ou au club de sport, ou quelque part, on n'éduque plus comme avant. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer... Est-ce que, Sophie, finalement, vous n'allez pas attirer que les parents les plus consciencieux, les meilleurs, quoi? Alors, sans doute on va attirer ce public-là, mais on espère attirer les autres aussi. Et puis, je dis, c'est l'objectif, c'est de se dire, justement, je pense que beaucoup de parents n'ont pas la volonté de mal faire, mais sont parfois démunis, c'est pas évident. Je veux dire, moi, je suis maman, voilà, c'est pas tous les jours évident, on n'a pas toujours toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose, et donc je trouve qu'il y a un vrai challenge, et donc c'est important qu'il y ait des moments où on se rassemble et où justement on se dit, je pense qu'on est tous dans le même bateau, je pense qu'on a tous une volonté de bien faire et avoir des chouettes outils, entendre des personnes inspirantes, je trouve que ça peut tout le monde, mais où vous avez raison, c'est que on entend tout le temps, ouais, mais les enseignants, ils ont beaucoup de vacances, c'est des privilégiés. Déjà, il y a des parents, quand ils en ont 1 ou 2 à la maison, c'est déjà compliqué. Quand une enseignante en a 20 au quotidien, elle mérite bien leurs vacances. Je pense qu'il faut aussi essayer de casser ce regard négatif qu'on a des enseignants. Pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est hyper important de revaloriser le métier. On a d'ailleurs au sein du festival un appel à projet qui s'appelle les enseignants ont du talent, où on met en valeur chaque année 10 enseignants qui ont mis en place des chouettes initiatives, et on veut que ça soit partagé parce qu'ils jouent tous dans la même équipe, donc partageons les bonnes Sophie, idées. en parlant d'initiatives un peu hors du commun et un peu extraordinaires, on a découvert qu'il y avait des tas de conférences, des tas d'ateliers, et avec des mots parfois bizarres. Je voudrais qu'on s'arrête sur celui-là. Bricolothérapie. C'est quoi la bricolothérapie? C'est trop chouette. Alors, on va travailler dans la bricolothérapie sur l'estime de soi, mais c'est une dame qui viendra parler de... Voilà, on utilise des termes un petit peu attractifs, parce que vous allez voir qu'au sein du festival, il y a beaucoup de le jeu, le côté ludique, l'amusement, le fait d'attirer aussi à la fois l'enfant, mais aussi l'enseignant vers des choses qui soient un peu plus fun, parce que parfois l'apprentissage, j'ai l'impression que c'est... Plein de méthodes aussi, au-delà des sujets, des nouvelles méthodes. Allez découvrir tout ça le 1er, le 2 et le 3 octobre à la sucrerie à Wavre. J'imagine que la science aura une place, et ça tombe bien, parce qu'il est l'heure de l'info, ou plutôt de la science de dernière minute. Tu peux tenir le... Oui, c'est l'info de la dernière minute. Ouais. Évidemment, le professeur a encore oublié de préparer son matériel. Il va donc le sortir en direct. Tous les vendredis, vous avez droit à une expérience. Professeur, je vous laisse prendre possession de la table et de nouveau épater tout le monde. C'est parti, c'est votre moment. C'est le moment. Alors, cher Thibaut et chers vous tous et toutes, est-ce que vous savez pourquoi les petites frites tombent au fond du cornet? Eh bien, cette affaire, c'est un problème de convection granulaire. Donc, je vais vous démontrer sous vos yeux ébahis pourquoi les petites frites sont obligées de tomber au fond du paquet. Ici, nous mettons des amandes qui symbolisent les grosses frites, qui sont donc au fond. Et ici, je mets des grains de polenta qui symbolisent les petites frites. Et la convection granulaire vous explique que quand vous secouez en fait le cornet de frites en le mangeant, eh bien, au fur et à mesure, vous donnez un peu d'impulsion et de quantité de mouvement aux grosses frites qui remontent à la surface. Parce que ici, bien sûr, on n'a pas le temps, mais si vous le faites 2 ou 3 minutes, eh bien, après un certain temps, les grosses frites remontent. Regardez, ici, on a déjà une amande, une grosse frite qui est remontée d'en bas en haut, alors qu'intuitivement, on penserait à l'inverse. Et c'est aussi la raison qui fait qu'un agriculteur arrête pas de retirer des cailloux dans les champs. C'est pas parce qu'un cornichon vient les mettre la nuit, c'est parce que les cailloux remontent à la surface à cause de la convection granulaire. Sophie, il vous reste de la place pour une conférence supplémentaire? Je pense. Eh bien, c'est signé. Vous avez bonne chance aussi. Le 1er, le 2 et le 3 octobre à la sucrerie à Wavre. Merci à toutes, à tous d'avoir été de la partie ce soir. Vous avez rendez-vous avec Secret d'Histoire à 20h20, suivi de Planète Trump et de Football Total. Nous on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Salut.